Ce qui rend l'art fascinant, c'est son côté imprévisible. On croit être amené vers quelque chose, mais tout compte fait, on emprunte la direction opposée. Que ça soit un trompe-l'œil dans la peinture ou un plot twist au cinéma, notre sens de la compréhension en est perturbé. Une question nous revient alors, mais comment ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question en revenant sur quelques-uns des plus grands exploits du football au XXIe siècle. Pour ce format, on va se baser uniquement sur des exploits collectifs. Donc on ne parlera pas des 3 Coupes du Monde de Pelé, des 91 buts de Messi en une année, ou des 5 pions en 9 minutes de Lewandowski. On va plutôt se concentrer sur des équipes et des nations qui n'étaient absolument pas dans des situations favorables, mais qui par leur solidarité, leur rage de vaincre, mais aussi leur talent, ça faut pas l'oublier, ont réussi à créer l'impensable. 4 exploits seront expliqués et analysés aujourd'hui. On va aller du plus connu au moins connu, même s'ils ont globalement tous été médiatisés. Pour commencer, allons faire un petit tour vers le pays qui a connu les prémices du football, l'Angleterre. La Première Ligue est considérée par les observateurs comme le meilleur championnat au monde. Elle possède des équipes compétitives parmi les meilleures d'Europe, mais justement, bien que globalement toutes les équipes ont un très bon niveau, on a longtemps parlé du Big Six. C'est un terme employé pour parler des 6 équipes qui dominent le championnat d'Angleterre. Depuis 1996, on se rend compte que tous les championnats ont été remportés par un de ces 6 clubs, sauf un, lors de la saison 2015-2016. C'est Leicester, un club anglais plutôt modeste, qui a surtout brillé en 2ème division avec 7 titres de champion à ce moment, qui viendra voler la vedette au gros. À cette période, ça fait seulement une année que le club est remonté en Première Ligue. L'objectif est de se maintenir, certainement pas de devenir champion. Pourtant, après 38 journées de championnat, c'est officiel, Leicester est le 13e champion de l'histoire de la première division anglaise. Cet exploit était certes difficile à prédire à l'entame de la première journée, mais au fur et à mesure de la saison, on y croyait vraiment de plus en plus. Garder autant de régularité pendant presque 40 matchs ne peut pas être qualifié de chance. Il y a forcément des points clés sur lesquels le coach, son staff et la direction se sont concentrés afin de créer ce moment. Parmi tous ces points, voici 3 éléments importants qui ont permis à Leicester d'être champion. Premièrement, des individualités exceptionnelles sur le point d'exploser. Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Kasper Schmeichel, des joueurs qui ont réalisé une saison qui les a propulsés dans une nouvelle dimension et qui pour certains ont vite rejoint d'autres clubs plus prestigieux. Si on rajoute à ça des joueurs de complément d'une qualité également intéressante, Danny Drinkwater, Mark Albrighton, Christian Fuchs, de quoi créer un effectif homogène qui se sera montré très solidaire. Le deuxième point concerne le système mis en place par le technicien italien Claudio Ranieri qui a décidé d'appliquer un 4-4-2 compact défensivement. Pour preuve, l'équipe ne prend que 36 buts en 38 matchs et ne concède que 3 défaites. Enfin, le troisième et dernier élément clé de la victoire finale de Leicester est la faillite des concurrents. Dans un championnat dit comme extrêmement concurrentiel, cette saison fait office d'exception. Chelsea n'est que l'ombre de lui-même après son titre de la saison passée, Liverpool n'est pas le même qu'aujourd'hui et se reconstruit avec l'arrivée de Jürgen Klopp, Manchester City peine à être régulier, alors qu'Arsenal et Tottenham font une bonne saison, mais pas assez pour détrôner Leicester. La même année en France, nous avons vécu l'histoire d'un groupe de personnes qui, le temps d'une soirée, sont devenus des héros. Il faut vraiment que vous soyez animés d'autre chose que vos qualités humaines, un supplément d'âme. Moi, je vous aime, vous comprenez ? Je vous aime. Je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire, ils vous aiment. Après avoir entendu ça, on comprend que les joueurs se sont transformés. Pour ce dernier match de la saison 2015-2016, le Toulouse Football Club affronte Angers. Le calcul est simple. Ils sont les premiers non relégables, en cas de mauvais résultats, ils sont susceptibles de perdre leur place et de descendre en Ligue 2. Il n'y a donc pas le choix, il faut gagner ce dernier match. L'extrait que vous avez vu se déroule quelques heures avant le match. Comme à son habitude, Pascal Dupraz sait comment motiver ses troupes, mais attention à ce que les émotions ne prennent pas trop le dessus. Le match commence et la première désillusion arrive tout de suite. Angers marque au bout de 12 minutes. Le match reste cependant disputé, mais à la 67e minute, le TFC perd toujours 2-1. C'est alors que les mots de Dupraz ont résonné dans la tête des joueurs. Moi, je vous aime, vous comprenez ? Car en 2 minutes, Martin Braithwaite puis Yann Bodiger sur coup franc scellent positivement le sort de leur équipe. Après ce match, la joie explose, Toulouse s'est maintenu. Pour comprendre la joie des Toulousains ce soir-là, il faut remonter un peu dans le temps. Après la 29e journée, le club est classé à la 19e place et compte 7 points de retard sur le 18e.
L'opération maintien n'existe à ce moment pas, tout simplement parce que personne n'y croit. Mais l'arrivée de cet homme a tout changé. Déjà connu pour son passage à Évian-Thonon-Gaillard, l'entraîneur avait déjà marqué les esprits de la Ligue 1 avec sa personnalité et son optimisme unique. Pascal Duprat avait déjà permis à son ancien club de se maintenir de justesse lors de la saison 2013-2014. Alors, quand la direction toulousaine a cherché son homme pour tenter de se sauver, qui d'autre que le pragmatique pompier de service. Ce surnom peut paraître réducteur, mais je vous assure que non, c'est justement sa qualité. Tous les entraîneurs ne sont pas capables de récupérer une équipe au fond du trou, qui n'y croit plus et qui n'a théoriquement que très peu de chances de s'en sortir. Mais Pascal Duprat c'est ça, c'est tirer le maximum possible de joueurs qui à ce moment précis ont tous une chose en commun, ils n'ont rien à perdre. Alors pour reparler de Toulouse, après la 29e journée, non, il n'y avait plus rien à perdre, alors oui, il fallait tout donner. En prenant un management basé sur l'homme, ce qu'il ressent, ce qu'il pourra ressentir en lui prononçant certains mots, en lui montrant certaines images, Pascal Duprat a réussi à galvaniser ses joueurs et à accomplir l'impossible, maintenir le Toulouse Football Club en Ligue 1. Si le TFC a prouvé qu'il méritait de rester dans l'élite, un autre a prouvé qu'il pouvait titiller les grands. En 2004, le grand AC Milan de Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf ou les futurs ballons d'or Shevchenko et Kaka affrontent en ce quart de finale retour de LDC le modeste club de La Corogne. Après un match aller gagné sans trop de soucis sur le score de 4-1, l'AC Milan et tous ses supporters pensaient sûrement que le retour allait être une banalité. À l'Estadio Riazor, les Espagnols s'étaient préparés à infliger au Grand Milan la première remontada de l'histoire du football. Fin du match, 4-0 pour la Corogne qui vient de corriger les Italiens. Coup de massue pour l'AC Milan qui, avec une équipe de titans, vient de se faire humilier sur la plus grande scène du monde. Je disais tout à l'heure que la Corogne était un club modeste, oui mais plus vraiment. Depuis l'an 2000, le club progresse bien, très bien, au point de réaliser des vrais résultats en Ligue des Champions. Les Galiciens se sont hissés jusqu'en quart de finale lors des éditions 2000-2001 et 2001-2002 et perdront en demi-finale de 2004 face au futur vainqueur, le FC Porto. Pour parler des autres compétitions, on peut citer la Coupe du Roi remportée face au Real Madrid en 2002 et des Supercoupes gagnées en 2001 et 2003. Bref, on parle en fait pas de n'importe quelle équipe, alors forcément par rapport à l'AC Milan de l'époque c'est quand même pas grand chose, mais c'est une équipe qui avait quand même quelques ressources. Les joueurs achetés dans les années 90 n'étaient certes pas très connus à ce moment, mais étaient en passe de créer une équipe redoutable. Le Super Déport, comme on les appelait, était composé de joueurs comme Bebeto, Mauro Silva, Valerone ou encore Fran, et même s'ils n'étaient pas tous là en 2004, le Super Déport vivait toujours et a permis au foot de découvrir tout le sens du mot remontada. Ce qui n'est pas remontada par contre, c'est le parcours de la Zambie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Ce pays, de 12 millions d'habitants à ce moment, n'était clairement pas l'équipe favorite, ni de la compétition, ni de son groupe. Composé du Sénégal, de la Libye et de la Guinée équatoriale, rien n'était gagné d'avance pour la Zambie. Mais au fil des rencontres, les bons résultats s'accumulent et les Chipolopolo atteignent la finale. L'équipe ne comportait pourtant pas de stars. Les meilleurs joueurs évoluent en Chine et aux Young Boys de Berne pour le meilleur buteur de la compétition, Emmanuel Mayuka. En face, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, les frères Touré, Gervinho et tant d'autres, à ce moment, il était difficile de penser que les Zambiens repartiraient champions d'Afrique. Mais au bout de 120 minutes d'efforts et une séance de tir au but intenable, la Zambie est sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Même si c'était quasi impossible à prédire, des petits éléments pouvaient nous mettre la puce à l'oreille. D'abord le sélectionneur, certes, c'est plus simple à dire aujourd'hui, mais Hervé Renard, l'underdog par excellence. Celui qui, avec n'importe quelle petite nation, est capable de renverser une situation et de créer l'exploit. Dans l'idée, c'est un peu le Pascal Duprat des sélections nationales. À force de caractère, d'émotion et de rigueur tactique, il a su inculquer la valeur de la gagne à ses joueurs. Des joueurs qui ne manquaient sûrement pas de détermination au vu de l'importance des événements. 27 avril 1993, vol Zambian Air Force 319. L'équipe nationale zambienne possède sûrement la meilleure équipe qu'elle n'ait jamais eue. Elle a terminé première de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 94 et doit affronter le Maroc et le Sénégal. C'est d'ailleurs chez ce dernier que la Zambie va jouer son premier match. Lusaka-Dakar, voici le trajet que devaient emprunter les passagers ainsi que l'équipage de l'avion, qui était l'équipe de l'armée de l'air zambienne directement. Un ravitaillement est prévu à Libreville, la capitale du Gabon, et ce qui devait être une banalité s'est transformé en véritable cauchemar. L'avion était composé de 2 moteurs, un à gauche et un à droite, et en cas de problème, un signal lumineux devait alerter le pilote
qui aurait pu réagir en conséquence. Sauf que ce signal, il n'est jamais arrivé. Sans qu'on sache trop pourquoi, le moteur gauche de l'avion prit feu, mais par manque de signal, le pilote ne fait rien. Lorsqu'on se rend compte du problème, il est déjà trop tard. En plein milieu de l'océan Atlantique, l'engin chute de 547 mètres et s'écrase. Sur les 30 personnes à bord, 30 décèdent sur le coup. Cette histoire tragique a peut-être été un signe du destin 19 ans plus tard. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que la CAN 2012, elle se déroulait en Guinée équatoriale et au Gabon. La finale qu'a remporté la Zambie, ça se passait dans le stade d'Angondje, en plein cœur de Libreville. C'est donc à quelques kilomètres du lieu du crash que l'équipe nationale zambienne est devenue un symbole de résilience pour tout un pays. Je réalise pas, comme tu peux t'en douter. Je pense que tu as ressenti la même chose. Et au fil du temps, on va réaliser qu'avec cette petite équipe, entre guillemets, on a réussi quelque chose de grand, parce que je pense que c'était écrit quelque part.